Bonne année! Joyeux Noël! Bon Halloween tout le monde! Yay! Ben non, ben non, ben non. Bonjour, bonjour. Hey, je suis vraiment contente d'être en conversation avec vous deux aujourd'hui. Fait que là, je réalise que vous vous connaissez quand même. Ça fait très longtemps que je Oui, connais Sophie. ouais. Puis c'est fou parce que récemment, on a été porte-parole d'un salon à Saint-Hyacinthe. Puis c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on avait une gig, un contrat ensemble. Puis c'était comme, voyons, c'est bien facile. C'est comme ma sœur. Ça fait 107 ans qu'on se connaît. Puis c'était facile de partager la scène avec Sophie. Puis c'est la même chose avec toi aussi, hein. Je te dirais, Anne, on a une complicité et c'est très naturel. Puis, tu sais, Sophie, sache que Anne et moi, on donne des ateliers ensemble, on a fait des conférences ensemble, puis ça a toujours été facile à chaque fois qu'on se voyait, mais c'est tout récent qu'on fait des projets ensemble, Anne et moi, comme avec toi, Sophie, tu sais. Sauf que j'en veux plus de ça avec vous Ouais. autres. Alors, quelle occasion aujourd'hui pour se retrouver tous les trois. Mais je pense que, tu sais, ça arrive dans la vie, surtout, je trouve que quand on prend un peu d'âge, là, qu'on rencontre des êtres humains puis que c'est comme, on trouve une petite maison chez eux, à l'intérieur d'eux-mêmes. On se sent juste bien, on se sent pas jugé, on se sent pas pressé, on se sent aimé, puis vu pour qui on est. Puis ça, ça n'a pas de prix, là. Ouais. Et pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que on est tous les trois dans un milieu où on est sollicité, médiatisé, on a les feux de la rampe souvent sur nous. Et quelle fraîcheur de retrouver quelqu'un, et là je parle de toi, Sophie, je parle de toi, Anne, qui nous aime pour qui on est et non pas pour ce qu'on fait, qu'on soit populaire ou pas, qu'on soit sur l'aide sociale ou qu'on fasse un contrat de X milliers de dollars. On s'aime pas pour ces raisons-là et on dirait que le fait de reconnecter ensemble à notre essence, au-delà de ce qu'on peut, mettons, laisser paraître publiquement, c'est tellement rassurant et réconfortant, là. Ça fait du bien. Ça Ouais, fait. je suis d'accord avec toi, puis je trouve que tu sais, ça devrait toujours être la même personne qu'on retrouve, que ce soit devant ou derrière la caméra. C'est sûr qu'il y a plus Mhm. de vulnérabilité derrière. Mais honnêtement, à 50 ans, je n'ai plus du tout la même énergie de faut que je prouve ça au monde. Tu sais. Mhm. Regardez, parce que tu sais, je suis capable, là, mais je suis fatiguée là, de ça. Je veux Ouais. plus être là. Je veux travailler d'un autre endroit pour me projeter dans le monde puis pour aider les gens. Puis je pense que tu le sais, Jean-Marie, tu sais, c'est drainant de toujours. Puis même Anne, toi aussi, tu sais. Puis tout le monde qui nous écoute dans notre propre vie, c'est drainant de toujours vouloir impressionner ou changer un petit peu nos comportements pour se sentir aimé au fond. Mhm. Exact. C'est C'est drôle. drainant. Tu parles de ça, puis évidemment, je pense à Anne Bérubé qui a eu un avant et un après. Alors, Anne, toi aussi, tu es capable d'incarner ce que Sophie vient juste de dire entre. Il y a la Anne à qui on a proposé une mission de vie et un projet, puis il y a la Anne qui a décidé, non, c'est pas moi ça. Voici ce que je veux faire. Puis la vie t'a amené de façon assez brutale à être dans ce cheminement-là. Ben oui. C'était quoi, Anne? Dis-nous, c'était quoi? Moi, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vite, vite! Vite, vite! Parce que peut-être que les gens qui écoutent le savent pas non plus, hein? Non. Vous êtes toutes les deux tellement bons journalistes, là, c'est génial. Là. Moi, je vous écoute, là, vous êtes assez bons dans la façon que vous vous exprimez, là. Oh, j'adore, j'adore. Rapidement, moi, quand j'ai eu 23 ans, j'ai eu un accident de voiture, puis une expérience de mort imminente, puis j'ai vu, là, devant les yeux de mon esprit, là, comme un film, qui déroulait ma vie, là, celle que j'étais supposée de vivre, mais pas celle-là que je vivais. J'étais comme vraiment sur le mauvais chemin. Puis c'est normal, là, j'étais jeune, tu sais, dans la vingtaine, on est sur le mauvais chemin, c'est normal, là. Mais c'était juste comme une espèce de wake-up call qui disait, hey, t'as quelque chose à faire. Puis si tu continues de même, tu vas passer à côté de la traque. Puis, tu sais, Bronnie Ware, dans son livre, là, les 5 regrets, là, des mourants, j'ai le plus grand regret, c'est que j'ai pas vécu la vie qui était la mienne, que je voulais vivre, mais pas celle, tu sais, j'ai vécu celle des autres, j'ai vécu ce que la société voulait de moi, puis c'était comme une grande peur où, tu sais, pour moi, d'arriver à 95 ans puis de dire, ben, j'ai pas vécu ma vie.
Fait que c'est là vraiment tout a changé, puis j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, mais aussi beaucoup de guérison. Puis aujourd'hui, on veut parler de vulnérabilité puis d'authenticité. Dans ton livre, Sophie t'en parle énormément, puis je trouve ça tellement beau la façon que tu t'es ouverte à Ouais. nous dans tes histoires, dans tes anecdotes, dans l'honnêteté de ton exploration personnelle au niveau de ton bien-être, de ta santé mentale, et pour bien pouvoir le partager avec les autres. Puis il y a rien de plus délicieux pour moi que ce genre de conversation-là maintenant dans Ah, quel beau mot, Ouais. délicieux. Oui, oui. parce que c'est vrai, puis la qualité de notre présence, puis moi c'est ce que j'adore de vous deux, c'est la qualité de votre présence là. Vous êtes là à 100% dans votre cœur, dans votre corps. And what you see is what you get. Ben oui. Et surtout de réaliser que il y a tellement de gains présentement à être dans cette vulnérabilité-là, dans cette authenticité-là, que on veut plus revenir à l'arrière. Même si plus jeune, dans ta vingtaine, autant toi, Sophie, que Anne, il y avait des gains avec votre ancienne vie, sauf que là, les gains sont ailleurs, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis persuadé que si j'avais à dire quelques mots sur Sophie Grégoire, c'est non négociable. C'est ça. C'est, tu peux pas être autre chose que ça, Sophie. Tu pourrais pas. Tu te ferais violence à ne pas être toi. Oh, C'est bon, ça te touche, ça, hein? Mm. Pourquoi? Parce que tu l'as dit il y a pas longtemps. Tu as dit, il y a bien des gains, tu sais, dans une vie auxquels il faut dire au revoir pour être soi-même. Ouais. Et je leur ai dit au revoir. Et je réalise qu'il y a aucune authenticité sans vulnérabilité. S'il fallait que tu mettes les deux en ordre, là, ben, vulnérabilité viendrait en premier. Pourquoi? Parce que, c'est là, on va citer Dr. Gabor Maté, là, qui est Mm. un mentor puis un ami, qui m'a dit, tu sais, quand je me suis séparée, il m'a dit, Sophie, tu as choisi ton authenticité au-delà de ton attachement. Ça, tu sais, c'est pas un exploit à moi, là. Je veux dire, on est des millions, là, à prendre des décisions difficiles dans nos vies. Mais pour être capable de dire au revoir à ce qui semble être tout ce que l'on connaît, ben, il faut se déconstruire, puis il faut dire, ben, peut-être que je vais y aller d'une certaine manière, puis que finalement, toute l'incertitude, tout le nouveau, je pensais savoir, mais là, je recommence à zéro un peu. Mais ça prend une vulnérabilité, puis aussi une foi en la vie. Parce que là, le soir avant que tu prennes ta plus grande décision de ta vie, là, peu importe c'est quoi, OK, changer de job, changer de chum, whatever. Il faut que tu dises, OK, ça suffit. Je ne me retiens plus à tout prix à ce que je connais. Je lâche. Et là, quand tu lâches, gars, j'ai des frissons juste juste à le dire. Quand tu le lâches, c'est comme si tu tombes un peu dans le vide, là, puis Ouais. tu sais comme plus où tu es, ton compas intérieur, tu sais, c'est pas évident. T'es comme aux instruments, mais il y a plein de condensation dans l'air, tu vois rien. Tu sais. Tu vois rien, mais tu dis, il y a quelqu'un, ou il y a la vie, ou il y a quelque chose, il y a un Dieu, peu importe en quoi tu crois, qui va me recevoir. Et souvent, on donne de l'avant du corps, là, physiquement, là, du cœur, et on oublie le derrière, on oublie le derrière. On oublie tout ce qui est l'autre côté de notre corps, côté du dos, tu sais. Et on peut beaucoup aussi être poussé de l'arrière vers l'avant dans la vie. Puis pour moi, de la vulnérabilité, c'est avoir tout laissé tomber puis dire, OK, là, tout ce que je pense connaître, je le laisse aller. Puis je fais confiance en la vie. Puis tu suis ton intuition, hein, qui est une des formes les plus intelligentes qui t'habitent, là. Puis si on n'est pas vulnérable, puis si on dit pas, tu sais, ça va pas, j'ai de la peine, je suis en colère, j'ai l'impression que je suis en train de pitcher en l'air puis que je vais tout perdre, mais je fais-tu la bonne chose? Tu sais, la conversation intérieure qui est constamment là en chaos. Mais ça aussi, ça fait partie de la découverte de soi puis de la vulnérabilité. Faut passer par ce chaos-là. Mhm. Mais c'est rough. ah oui, c'est rough. Mais je trouve ça beau la façon que tu décris
cet appel qui t'amène vers l'avant. C'est très actif la façon que tu le décris. Puis je pense que je le ressens dans mon corps quand t'en parles. C'est qu'il y a, on sait ce qu'on a laissé. Il y a plus de point de référence. Puis en même temps, il y a comme une espèce de on est tiré vers l'avant, on est amené vers l'avant dans notre émergence et on sait pas où ça s'en va, mais il y a rien de plus vrai, excitant, authentique. Il y a comme une espèce d'accélération aussi qui se passe dans notre émergence. Je trouve ça vraiment beau la façon que tu l'as décrit. Je le sens là physiquement. Tu Ben, moi aussi, l'incarnes bien. Tu Hein? l'incarnes bien, Sophie. Non, mais tu l'incarnes bien, Sophie. Puis je dis la même chose de Anne. C'est que quelque part, quand tu dis tu te sens poussé, c'est comme si on est à mi-chemin entre ça me prend du courage, mais je suis écœuré de souffrir. C'est deux moteurs pas pires, ça. Hey, écoute, puis tu sais, comme pendant qu'on parle de ça, j'ai des frissons. Là, j'en avais tantôt sur les bras, mais là, j'en ai dans le corps au complet. Puis ça me fait penser à ce chaos-là. Je sais que ça va sonner bizarre, mais peu importe ce que vous traversez en ce moment, il y a un sentiment de entièreté. Comme si l'entièreté de qui tu es est en ébranlement. Comme un Mhm. tremblement de terre de l'intérieur. Puis là, les secousses, là, mon gars, ça te trempe dedans, pas à peu près. Mais c'est le seul. Il y a pas de détour. Il faut que tu traverses ce feu-là. Et puis, une fois que tu es de l'autre côté, c'est pas que tout est parfait, puis c'est les calinours, là, mais il y a, tu sais, le support dont on parlait, il y a une force qui nous reçoit, elle est là. Elle est là, puis des fois, tu es mélangé, puis tu te dis, ben là, tu sais, je pensais que j'avais été reçue, puis là, elle part. Non, non, non. Elle est toujours là, puis c'est la vie, et c'est la force vitale, puis c'est les gens qui aiment, c'est les êtres humains qui aiment, puis qui se retrouvent avec d'autres êtres humains qui ont le cœur, puis l'esprit ouvert. Puis ces gens-là, ils sont comme là pour nous accueillir, puis on dirait qu'une fois qu'on passe à travers le chaos puis le feu, il y en a encore plus du monde de même qui apparaît dans nos vies. C'est comme un miracle. Ah oui, c'est vrai, soudainement, t'attires aussi différentes personnes parce que il y a une espèce de contagion aussi, hein, tu sais. Contagion, je sais pas si c'est ça en français, là, mais Oui, oui, oui. c'est contagieux. Oui. Puis je pense que Jean-Marie elle vient de décrire ce que ça veut dire pulsion d'éveil. Tu sais, vraiment, là, c'est ça. C'est la description incarnée là, de ce que c'est de suivre cette pulsion-là à l'intérieur de nous, qui nous dit, comme Jean-Marie sait très bien, là, qu'est-ce que la vie veut faire en moi? Pas ce que Mhm. je veux de la vie, mais qu'est-ce qu'elle veut faire en moi? Puis c'est vraiment la connexion à cette pulsion-là. La citation de Parker Palmer qui dit, c'est pas important ce que je veux faire dans la vie ou ce que je vais faire dans la vie. Ce qui est important, c'est d'écouter ce que la vie veut faire en moi. Et ça, c'est puissant. C'est là les frissons. C'est là que tu te dis, OK, là, je me rapproche. C'est un petit peu comme quand tu joues à tag, puis tu es caché. Puis la seule chose que tu as le droit de dire, c'est, OK, tu brûles ou t'as froid. Tu brûles ou t'as froid. Donc, plus la personne se rapproche de toi qui est caché, tu es dans l'obligation de dire, OK, ben là, tu brûles, tu te réchauffes. Alors que si tu t'éloignes, puis la personne est en train vraiment d'être très, très, très loin de moi caché, là, tu gèles. C'est la même chose, j'ai l'impression, avec notre mission, notre pulsion d'éveil. Plus c'est fort en soi, plus ça brûle, puis plus on l'écoute, plus on est dans l'abondance, puis moins on l'écoute, parce que notre tête nous parle, plus on risque de justement de vivre à côté de sa vie, ce que tu as failli te faire, toi, Anne, et aussi Sophie. Alors ça, c'est du non négociable, parce que pour moi, authenticité puis vérité, à quoi tu faisais référence tantôt, Sophie, c'est les deux côtés de la même médaille. Si tu es vrai, tu vas être authentique. Et si tu es authentique, tu vas être vrai et vulnérable. Cette vulnérabilité-là incarne toute cette vérité-là, puis cette authenticité-là. Et j'ai l'impression que on est des privilégiés d'oser marcher sur ce chemin-là parce qu'il y en a plein qui osent, mais il y en a plein d'autres que tu regardes à côté de toi, puis tu te dis, oh my God. Surtout, tu sais, quand vous êtes en relation d'aide, je sais que tu fais beaucoup de coaching, Anne, puis probablement, Sophie, tu rencontres des gens à cause de ton livre, puis ta carrière, puis les conférences que tu donnes. Il y a probablement des gens qui disent, wow, t'es extraordinaire, j'aimerais ça être comme toi, tu sais. Tu sais, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais tu es moi. Moi, je suis toi. Pas dans le sens c'est spirituel ou woo-woo, là. Mais Mm. c'est que tout à l'heure, quand on parlait de vulnérabilité, tu m'as fait penser à quelque chose. Pour
se sentir vrai pour sentir qu'on mène une vie authentique, peu importe ce que ça veut dire, OK? Tu peux passer les vidanges puis vivre une vie authentique. C'est qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Puis pour être à l'écoute de soi-même, ça prend une chose et une chose seulement. Puis là, vous allez faire comme quoi? Ralentir. On va tellement trop vite, là. Un Mhm. bébé qui pleure, là, un enfant qui pleure, là, quand un adulte qui est la seule personne responsable sur la terre qui peut le rassurer, ou la nature, pour rassurer un enfant qui pleure ou qui est en stress, il y a une manière de faire les choses, c'est d'être présent, de le regarder puis de ralentir. De ralentir son parler, de ralentir son rythme. Tu peux pas dire à un enfant, ben non, c'est correct, tu vas bien aller, hein? Inquiète pas, ça va bien aller. Ben voyons donc. Il attend que ton système nerveux ralentisse et se calme pour se sentir en sécurité. C'est la même chose de nous envers nous-mêmes. Moi, on Mhm. m'appelait tornade quand j'étais petite. Je faisais tout. Puis j'étais bonne, là. J'étais capable de tout faire en même temps. Le monde disait, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ben, je m'étourdissais. Parce que de ralentir, peut-être que ça voulait dire, ben là, il faut que je m'en aille en hypervigilance si je ralentis parce que je vais sentir toute l'énergie autour de moi puis ça va être lourd à porter. Donc, de ralentir, je dirais que c'est le premier grand pas pour, Mhm. pour trouver son authenticité parce que ça veut dire que là, tu vas les entendre, les voix, là. Le fun puis pas le fun, tu sais. Et puis ralentir, ça nous permet aussi de trouver une sécurité à l'intérieur de soi. Et sans ça, il y a rien qui peut changer, il y a rien qui peut guérir, il y a rien qui peut, tu sais, on peut pas être vulnérable avec les autres si on n'a pas trouvé cette sécurité-là à l'intérieur de nous et être intime et vulnérable avec soi-même. Et ça, pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est difficile pour la plupart du monde? Puis je sais que tu parlais du privilège. On a un toit sur notre tête, on a de la bouffe, on a la chance de pouvoir faire ce travail-là sur soi-même parce qu'on a une certaine sécurité. Il y a beaucoup de monde dans le monde qui peuvent pas faire ce travail-là. Donc c'est un privilège, c'est un honneur de vivre la vie qu'on vit. Mais on a tous rencontré des gens qui le cœur est fermé, tellement fermé. C'est comme une question de vie ou de mort pour eux de s'ouvrir. Ah, Mhm. ça me fait pleurer d'entendre ça. Parce que pour moi, un cœur fermé, c'est un cœur qui est pas en vie, c'est un cœur qui est en survie, tu sais. Mhm. Ben, Mhm, mhm, mhm. Puis, Et ils ont l'air la vie passe, ils sont là, mais pourquoi c'est difficile d'ouvrir son cœur après tant de trauma? Moi, je pose la question. ben, Jean-Marie, veux-tu y aller ou j'y vais? commence. Moi, je pense qu'il y a deux choses ici. Un cœur fermé, tu peux pas avoir accès à ton toi authentique. Mais, je disais ça récemment, puis ça m'a tellement impressionné. Les gens qui ont beaucoup de colère, hein, puis la colère, habituellement, ça vient d'une tristesse qui a jamais été regardée, qui a jamais été examinée. Fait que quand on a beaucoup de colère dans le corps, OK? Dans notre vie, chez nous, là, dans notre pensée, partout. Le cortex préfrontal, qui est l'endroit où est-ce qu'on prend nos décisions et tout ça là, dans le cerveau, il est grandement affecté. Il est toujours comme un petit peu comme en alerte. Et puis, quand tu as beaucoup de tristesse non résolue qui tourne en colère, c'est très difficile de ressentir de la compassion puis de l'empathie puis d'être curieux. Non seulement envers l'autre, mais envers toi-même. Mhm. Donc, la chimie du cerveau est modifiée par notre niveau de colère, donc par notre niveau de tristesse qui n'a pas été exprimé et la colère qui s'y est installée. Parce que l'enfant qui est ignoré ou qui est battu ou qui est juste à qui on répond pas vraiment aux besoins, ben il est triste en premier, puis son corps il se souvient de tout ça là. Ça peut commencer dans la période préverbale avant même qu'un enfant parle. Fait que quand j'entends que quelqu'un a le cœur fermé, je me dis toujours, c'est quoi qui t'est arrivé? Mhm. Tu sais, Jean-Marie, je sais que tu en rencontres tout le temps du monde avec qui ont traversé des moments comme ça, là. Mhm. Ouais. C'est fou, hein? Et ce qui m'amène à dire, mais j'ai été aussi cette personne-là fermée, tu comprends? Mhm. Et ça, de pas l'oublier, de dire, j'ai été en survie combien d'années? Puis les réflexes de me refermer, de m'isoler, ils peuvent être là aussi. C'est un réflexe de survie. Mais à un moment donné, tu fais un choix, tu te dis, non, 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 attends une minute, là, je ne me gèlerai pas.
les douleurs, les deuils, les séparations, les doutes, les problèmes financiers, émotionnels, j'ai le courage de les vivre, de les accueillir, tout en me disant que, un, ça va pas me tuer, deux, je vais en sortir gagnant et enrichi, et trois, les fruits de cette démarche-là de souffrance qui a été accueillie, qui a été guérie, ben en plus, je vais avoir l'immense plaisir et grand bonheur de le partager à quelqu'un d'autre qui va venir vers moi puis qui me dit, hey, je vis une passe tough. Comment veux-tu être capable d'accueillir la passe tough de l'autre si toi, tu es en survie? Tu sais? Exactement. Donc, c'est des cadeaux mal emballés des épreuves et des souffrances qui font de nous, tu sais, un peu comme Coelho disait, les guerriers de la lumière, tu sais, qui font que, regarde, le guerrier de la lumière, c'est lui qui a souffert un esti de shot. Excuse-moi, là, il est pas venu au monde éveillé, là. Bouddha, il est pas venu éveiller au monde. Jésus, il est pas venu éveiller comme ça. Il a fait une transformation intérieure et des fruits de tout ça, c'est devenu des enseignements qu'on est encore en train de se partager aujourd'hui. Donc, disons merci à ces épreuves-là qui nous donnent l'occasion de se transformer, puis de dire, ouais, mais tu as déjà été un peu en survie toi aussi, tu as été maladroit, puis t'as été évidemment dans un autre chemin, comme tu disais tantôt, Anne, tu sais, avant ton accident à 23 ans. Donc, quelque part, ça me rend humble dans ma démarche présentement parce que je sais qu'à 60 ans, j'ai les outils nécessaires pour passer à travers ce qui s'en vient vers moi ou à moi, que ce soit le fun ou pas le fun, parce que dans l'abondance, je le sais que je ne vais pas virer fou. Puis dans la tristesse, puis dans les épreuves, je le sais que je ne vais pas me suicider. Donc maintenant, je suis outillé et le fait d'en parler, ben, ça peut peut-être donner espoir à des gens qui sont justement dans une période de turbulence et que cette turbulence-là, un, est pas permanente, puis deux, elle s'y cache peut-être des espèces de très, très beaux cadeaux. Mais comme tu disais tantôt, il faut apprendre à ralentir pour permettre aux cadeaux de se développer. Écoute, tu m'amènes ailleurs, mais c'est parce que tu guides tellement bien de par ton inspiration. Apparemment que toutes nos anxiétés et nos peurs dans la vie, comme à 99,9%, OK, sont reliées à notre peur de mourir. D'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, on s'en ferait pas aussi. On se dirait, ouais, puis OK. Tu sais. Mais en même temps, je suis pas en train de romanticiser, comment dire, Mhm. ou tu sais, le suicide. Loin de là. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un se rend jusque-là, c'est qu'il y a un désespoir profond parce que le cœur reste fermé. D'ailleurs, il n'y a plus d'ouverture, right? Il n'y a plus d'ouverture, même pas une craque parce que la lumière peut rentrer. Hmm? Mhm. Mais c'est ça, moi, je pense, je pense, mais je ressens que on a tous un peu peur. Tu sais, c'est à l'âge de 4 ans que l'enfant réalise que il y a de l'impermanence puis que le parent peut mourir dans le développement de l'être humain. Ça, c'est universel, OK? On s'en fout qu'on habite en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. Là. C'est universel au développement de l'enfant, donc de chaque être humain. Et puis, à partir de là, ben, dépendamment de comment la mort nous est expliquée, le deuil, la perte, Mhm. l'attachement à l'autre, à la vie, tu sais, comme on dit, comment est-ce que je suis attaché à la vie? Plus on tient serré les rênes puis qu'on veut être en contrôle, plus à un moment donné, tout pète, tu sais. Mais je me rends compte qu'en vieillissant, j'ai de moins en moins peur de la mort. Là, je suis en train de lire un livre d'ailleurs sur une doula qui accompagne les gens dans la mort. Et ça m'interpelle, mais tellement profondément, je me dis, aïe, aïe, quel bel job. C'est quoi le titre du livre, te souviens-tu? Briefly, perfectly human. OK, c'est bon. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut lire entre nous avant pour, Ah! pour nous mener là. Mais ouais, c'est comme si dans notre culture moderne, là, entre guillemets, on est toujours en résistance contre ce qui périt. Les fruits et les légumes, notre peau, la vie, l'âge, la jeunesse. Puis il y a tellement une immaturité là que, tu sais, comme l'arbre qui donne des fruits mûrs, il consomme pas les fruits mûrs. Là. Tu sais, il y a une raison pour laquelle vieillir, c'est le plus grand des privilèges. Puis on est constamment en train de se battre. Tu sais, je comprends, là, c'est génial qu'on puisse allonger nos vies. Tant mieux, parce que sinon, moi, avec mes grippes puis mes infections, whatever, je serais morte s'il n'y avait pas eu les antibiotiques puis la médecine moderne, probablement nous tous, tu sais. Mais il y a quelque chose de vraiment enfantin, je dirais, dans le pire sens du terme, parce que tout ce qui concerne l'enfance, c'est tellement magnifique. Du fait qu'on est en déni de notre
vraie nature et en déni de notre désir et notre besoin inhérent, profond, viscéral et qui nous garde en vie de connexion humaine et de s'ouvrir à l'autre. Puis là, tu regardes l'état de la planète puis tu te dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Hein? Il y a de la division, de la polarisation partout. Mais là, on parlait de colère tantôt. Faites le lien entre les deux. Les gens en colère qui veulent pointer du doigt par mécanisme de survie, c'est pas de notre faute, c'est de sa faute. T'sais. C'est à cause de ce gouvernement-là ou c'est à cause de mon ex ou c'est à cause, peu importe à qui vous pointez du doigt. Tout ce qui vient nous chercher puis qui vient nous heurter à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le cadeau. Il est là. Pourquoi est-ce que ça vient tant te chercher? Où est-ce que ça vient t'insécuriser tellement que ta colère, là, elle est multipliée? Puis tu sais, ça veut pas dire que la colère saine entre nous, là, c'est hyper important de l'exprimer. Et en beau mot t'as dit, c'est exprime-le, c'est correct. Mais si ça s'accumule et ça se métastase en toi, et après ça fait des cicatrices, puis là, le fascia il est tout pogné, là, puis les massages, c'est pas assez pour défaire tout ça, là. Il faut le tremblement de terre, comme on parlait de l'intérieur. Il le faut pour défaire les fissures qui ont été soudées ensemble, tu sais. Oui, puis je pense que moi, je sais que personnellement, en tant que femme, la colère, c'est pas quelque chose que j'ai apprivoisé parce qu'elle me fait peur en tant qu'enfant. Je me souviens d'avoir joué au basketball contre le collège à Québec, là, le collège privé, je me souviens pas, mais il était tellement pas fine, les filles, là, puis j'ai perdu les plombs, je me suis mis à me battre avec une fille, puis à partir de ce moment-là, je me suis dit plus jamais j'avais honte de ma colère, c'est comme si elle avait tout été emmagasiné, là, puis tout bloqué, puis ça a sorti à 15 ans, puis j'ai fait « Oh my gosh, je peux pas, là ». Fait que je pense pour longtemps, il y avait pas un langage pour ma colère, il y avait pas wiring, qui est un câblage au niveau de ma gorge pour la colère, mais Maya Angelou, comme tu dis bien, Sophie, a dit qu'il faut que tu sois en colère. Si t'es pas en colère, t'es malade ou t'es une roche. Il faut que tu sois en colère, faut que tu la chantes, faut que tu la danses, faut que tu l'écrives, faut que tu la parles, parce que elle est importante pour protéger l'innocence. C'est beau. Oh! Qu'est-ce qu'on a dit? Ah non, on s'est déjà parlé de ça. L'innocence, c'est le poète David White. L'innocence, c'est la capacité de quelqu'un à se faire trouver par le monde. C'est beau. C'est L'innocence, beau. c'est la capacité de quelqu'un à se faire trouver par le monde. On parle de capacité parce que ça, c'est une capacité qu'on peut développer. Si tu as foi en l'autre, en toi-même, tu vas sentir que quelqu'un te soutient, qu'il y a une force qui te soutient. Vas-y, Anne. Imagine si on pourrait protéger cette innocence-là dans tous nos enfants et qu'ils puissent grandir avec un cœur ouvert en sachant qu'ils sont en sécurité et explorer cette créativité-là et cette curiosité-là qui arrive quand ton cœur reste ouvert et que tous les enfants sauraient que il y aurait une protection, que quelqu'un va dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va venir faire quelque chose pour arrêter quand il y a eu de l'abus de l'innocence. Il me semble que le monde changerait. Je sais que c'est utopique, là, mais l'idée, c'est que je pense que c'est notre ressource la plus valable sur Terre. C'est l'innocence de notre cœur. Mais tu as tellement raison, Anne, mais je vais ajouter quelque chose ici. Et encore une fois, c'est selon les experts, là, la sécurité, le sentiment de sécurité. C'est pas seulement l'absence d'une menace. OK? C'est la présence de connexion. Donc, un enfant qui apprend que la connexion, c'est sécuritaire. Pas que le parent va être là pendant 5 minutes, puis après ça, il disparaît, ou le parent devient abusif. Donc, le travail qu'on a à faire en tant qu'adulte, c'est la plus grande responsabilité qu'on a dans une vie parce que, hey, on laissera pas un héritage de pas se connaître émotionnellement à nos enfants. Ils en ont déjà bien en masse avec quoi composer dans le monde chaotique dans lequel on vit. Fait que c'est une responsabilité qui est de plus haut niveau. Je dirais de premier ordre dans nos vies. I love it. J'adore. Comment on fait? Comment? Mais c'est parce que, tu sais, quand les gens,
ils ont de la misère à payer leur compte à la fin du mois. Ou Hum. une mère monoparentale qui est pognée avec 3 kids dans un 2,5, puis elle sait pas comment elle va faire pour arriver à la fin du mois. Le sentiment de sécurité est tellement ébranlé que c'est très difficile de voir plus loin parce que le corps est en stress constant. Il est en Ouais. stress constant. Et parce que notre communauté fait que, elle n'ira pas cogner chez le voisin pour demander de l'aide parce que le voisin, tu sais, il va être intimidé ou il ne saura pas trop comment aller avec ça. Mais ce dont je me rends compte, puis j'aimerais ça savoir votre point de vue là-dessus, les gens sont beaucoup plus ouverts à s'entraider qu'on puisse le penser. Et puis quand ça menace pas l'autre, parce que les gens sont tellement insécures que quand quelqu'un demande de l'aide, des fois, ils peuvent se sentir menacés. Ben oui, mais là, moi, mon bien-être, il va aller où si je t'aide toi, tu sais? Toi, ton bien-être, il va être multiplié si tu m'aides. Mais on le sait pas parce qu'on vit isolé, hein. On vit plus en communauté puis en tribu. Fait qu'on le sait pas, ça. Fait que c'est pour ça qu'on est si stressé dans une vie qui va trop vite, puis où est-ce qu'on nous demande d'être en compétition les uns contre les autres, parce qu'on n'a pas appris à travers le corps que quand la maman donne naissance, il est supposé avoir des grands-mères, puis des tantines, puis des amis qui viennent aider. Elle n'est pas toute seule dans son appartement puis dans sa maison. C'est pas normal. Puis que de retourner au travail un mois plus tard, bien que je suis tout à fait d'accord que une femme puisse travailler puis avoir des enfants, le corps aussi lui dit, boy, oui, je veux, puis c'est génial, mais moi, je suis en stress, là. Je suis supposée nourrir. C'est pas évident, là, de Mhm. composer avec ces nouveaux paramètres-là. Puis je pense que nos corps, puis d'ailleurs, les recherches le prouvent, je pense que c'est plus que 50% de la population qui est trop souvent dans son système sympathique de gel, de fuite ou de combat. Puis là, tu sais, la nouvelle catégorie, le nom m'échappe en français, c'est fawn. Fawn, c'est quand tu es un people pleaser, quand tu es toujours en train d'essayer d'avoir l'approbation des autres. Ça, c'est aussi un système de survie dans ton corps. Puis quand le corps a tout essayé, combat, survie, fuite et, disons, people pleasing, comment on dirait ça? Obsession De, avec le de regard de vouloir l'autre. l'approbation de l'autre. Oui. Ben là, quand on a tout essayé ça trop longtemps, trop souvent, le corps fait hey, oh, je ne suis plus capable. Puis entre-temps, là, il nous envoie tous les signaux. Épuisement, fatigue, stress, palpitations. Nommez-les vos symptômes, là, le corps, il les envoie. Fait que là, si on les écoute pas, il fait bon, OK, moi, je suis super intelligent, le corps, je sais exactement quoi faire. Je m'éteins. Dépression. Mhm. Capable. On n'est pas malade. Là, on va exclure toutes les conditions qui sont beaucoup plus de signatures génétiques comme la bipolarité, la schizophrénie, tout ça. Mais ils sont en train de voir que le déficit d'attention, la dépression, l'anxiété, ça n'a pas de signature génétique. Mais évidemment qu'une mère dépressive, son système nerveux est câblé au système nerveux de son enfant. Donc, bien sûr que ça va être transmis. Mais Mhm. c'est pas une signature génétique. Puis c'est assez fascinant de savoir ça parce que maintenant, on sait que dans la vie intra-utérine, pendant que le bébé est en train de grandir, toutes les hormones de stress passent à travers le placenta. Donc, le fait qu'on pose pas plus notre regard sur la santé de la mère et de la communauté qui entoure la mère dans une société moderne où est-ce que le taux de mortalité a baissé, mais le taux d'anxiété des mères a augmenté, Mhm. on a là une niche puis une opportunité incroyable à refaire un peu l'énergie d'une synergie familiale. Parce que la mère est encore le noyau de la famille. Ça n'a pas changé, ça. Là, les boys puis les hommes incroyables sont en train de reprendre la pop, comme on dit, puis les responsabilités sont partagées de plus avec le congé parental qu'on a pour les hommes au Canada. C'est extraordinaire. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Mais si on change pas cette dynamique-là d'entourage, de communauté, les mamans, qui sont le système nerveux central d'une famille en général, ça peut être une grand-mère aussi, là, peu importe, c'est pas obligé d'être une mère biologique, on passe à côté des grandes solutions pour combattre un monde en alerte constant. Mhm. Mais toi, Jean-Marie, tu as vu ça beaucoup avec ton travail, avec les itinérants. Parce que je me souviens qu'il y avait un épisode à propos de retrouver un membre de la famille, hein, parce que souvent ils sont isolés ou ils ont été repoussés pour plusieurs raisons, là. Où ils se sont eux-mêmes isolés par la honte, puis ils ont voulu éviter le contact avec la famille aussi. Ils se sont exclus aussi du clan. Puis ce qui arrive, c'est Ça, c'est la mort, hein? Ça, le Tellement. corps l'interprète comme une mort. Ouais, tout à fait.
l'exclusion. Et quand on était à l'époque des petits primates, si on vivait en communauté, si un d'entre nous devait être exclu du clan, il mourrait, il ne pouvait pas survivre dans la jungle. Donc, quand tu vois une personne itinérante dans la rue, exclue, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils veulent pas le voir. Pourquoi? Parce que ça t'envoie un message que ben, c'est ça. C'est ça qui risque de t'arriver. Il pourrait t'arriver. Regarde, ça y arrive, lui. Donc, lui, il est en train de vivre une mort. C'est pas ça que tu veux, hein? Ça fait peur. Donc, les gens détournent le regard parce que ça t'envoie une image de ta propre mort potentielle si tu devais être exclu du clan. Donc, il y a cette espèce d'exclusion sociale qu'elle a été causée par plein de raisons. Il y a énormément de ruptures, il y a énormément de blessures à l'intérieur. Donc, tu comprends maintenant pourquoi les gars et les filles que tu croises dans la rue, ils se gèlent. C'est pas pour faire le party, c'est le médicament qu'ils ont choisi parce que ça fait trop mal. Et en plus, on leur envoie à tous les jours, à chaque regard ou à chaque fois qu'on leur crache dessus puis qu'on les lance dans les roches ou qu'on fait semblant de ne pas les voir, c'est qu'on dit, hey, toi, là, tu me déranges, tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas d'exister. Alors que s'il y a quelqu'un qui en a besoin, c'est bien lui ou c'est bien elle. Tu mérites pas d'appartenir. Puis je pense dans la hiérarchie des besoins là, de Maslow, c'est le deuxième, c'est vraiment d'appartenir. C'est est-ce que dans ce groupe-ci, en tant qu'enfant, là, est-ce qu'on me voit, j'ai une place? Ma présence, elle a de la valeur, est importante. Et quand c'est pas réglé, on amène ça en tant qu'adulte. Puis on recherche toutes des amis, des partenaires qui vont remplir ce feeling d'appartenance-là. S'il a pas été guéri, mais on trouve toujours les mauvaises personnes. Fait que cette blessure-là, donc tu décris de outcast. Ouais. C'est L'exclu. énorme, là. Ouais. Ouais, Il y a cette bien une exclusion-là chose, fait mal. ça me faisait pleurer de t'écouter, Jean-Marie, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un sentiment de, tu sais, je suis pas ici pour sauver du monde, là, je suis pas une sauveur, là, puis il y a personne qui est sauveur, tu sais. Mais quand, la chose la plus importante pour moi quand je vois quelqu'un qui habite dans la rue, là, c'est de le regarder dans les yeux. Et ce qui se passe dans cet instant-là, que je donne de l'argent ou pas, là, ou de la nourriture que j'ai trouvé dans mon auto, whatever, tu sais, c'est inestimable. Et il y en a qui sont trop gelés pour répondre avec leurs expressions faciales, mais la plupart, ils regardent, sont là. OK, tu m'as donné de la bonté humaine, asti. Peut-être que je peux avoir une petite lueur d'espoir. Et puis, tu sais, ils nous rappellent de notre mortalité. Tu sais, quand on disait que notre plus grande peur, au fond, c'est de confronter notre propre mort, mais ils nous rappellent notre mortalité, les itinérants. Et puis, tu m'as fait penser à d'autres choses. C'est quoi? On est tous à un traumatisme les uns des autres. Tellement. Et ça prend une mauvaise, vraiment bad luck. Puis là, tu sais, comme des fois, je pense à genre, ça va pas arriver, là. Je le mets à l'extérieur de mon univers. Mais si je perdais ma famille au complet demain matin, là, allô? Pas sûr que je me retrouverais pas là, moi aussi. Puis je suis aimée, puis je suis bien. Ça peut arriver à n'importe qui. Puis il y a une histoire derrière chaque être humain. Et puis, on oublie que, comme tu as dit, Anne, dans la pyramide de Maslow, le sentiment d'appartenance, ben, Abraham Maslow, il a étudié, il a vécu avec la communauté Blackfoot autochtone. Et il avait mis, comme il l'a publié au Monde moderne là, de psychologie, la sécurité en premier, avec bon le repas puis la maison, la toiture au-dessus de la tête là, pour être certain que nos besoins primaires soient répondus. Mais à un moment donné, sa pyramide ne ressemblait pas à ça. Puis au premier niveau, c'était communauté. Et ça, il s'est inspiré des communautés autochtones pour inscrire ça dans sa pyramide. Et ça aurait pu être ça, le développement de sa psychologie. Je sais pas, j'ai pas assez lu assez longtemps pour savoir si c'est sa communauté qui a fait, pas sûr de ça, tu sais. Puis le mot communauté, encore, c'est drôle que ça se répète. Mais la sécurité et la communauté, c'est la même chose. C'est la même. Oui, ben oui. C'est les deux en même temps, c'est l'appartenance et se sentir en sécurité. Wow. Ouais. C'est beau. On s'en était parlé récemment, puis j'en ai parlé à plein de monde après ça parce que ça fait tellement de sens pour moi, là. Puis c'est quelque chose qui est nouveau aussi juste dans ma façon de voir les choses. Donc, merci pour ça parce que ça m'approfondit énormément. Puis ça m'amène à ma vulnérabilité aussi parce que en tant que, tu sais,
Tu parles dans ton livre des styles d'attachement, tu sais, si t'es une vague ou si t'es une île, tu sais. Puis moi, je suis une île. Fait que quand les choses vont pas bien, je me retire. Mhm. Fait que, Oui, parce que pour toi, c'est de la sécurité. Parce que pour toi, de te retirer, c'est pas parce que tu es Mhm. mauvaise, c'est parce que pour toi, depuis ta tendre enfance, te retirer avec tes jouets, tes hochets ou tes livres ou tes jeux vidéo, peu importe c'est quoi, c'était ton sentiment de sécurité, que je vais être Mhm. correct. Tu sais, moi, c'est le contraire. Moi, c'est d'aller vers l'autre, puis de jouer, puis de dire Hey, ça te tente de jouer, tu sais, quand l'autre, qui est plus comme une île comme toi, est comme Wow! Non, non, c'est too much pour moi, ça là. Plate. I don't find you too much. You're, t'es parfaite. You're- Non, mais c'est parce qu'il y en a qui se sentent pas assez, puis il y en a qui se sentent too much. Tu sais. C'est ça. Comment on fait, d'après vous, quand on a l'occasion de donner des conférences, d'accompagner les gens? S'il y a des gens qui viennent vous voir, Sophie et Anne, puis disent, ben moi, j'aimerais ça, découvrir ma mission puis la remplir. Je suis un petit peu dans l'inconnu, je suis pas trop sûr de savoir c'est quoi. Comment je fais justement pour, si vous me parlez de pulsion d'éveil, mais comment je fais pour décoder, c'est quoi une belle pulsion d'éveil qui va m'amener à être vraiment sur ma traque? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on les Ça, accompagne? c'est une grande question, ça. C'est une grande question. Et je pense que plus j'évolue sur mon propre chemin, plus je comprends une chose. C'est en deux temps. Un, regarde ce qui t'allume dans la vie. C'est pas obligé Mhm. d'être sexy, là, OK? Ça peut être, je sais pas moi, dessiner, ça peut être, ben ça, c'est sexy, là. Ça peut être n'importe quoi, OK? Puis si tu dis, il y a rien qui m'allume, moi. OK. Il y en a beaucoup de gens qui sont comme, j'en ai pas de passion. S'il y a rien qui t'allume, regarde où est-ce que tu pourrais servir. Parce que quand tu fais du bénévolat, par exemple, il y a quelque chose qui se passe non seulement dans ton cœur, mais dans ton corps. Quand tu es en contact avec des gens qui ont besoin d'aide et que tu amènes de l'aide, oui, quand tu fais du bénévolat et que tu tends la main, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps et dans ton cerveau. Il y a des signaux qui sont envoyés de sécurité. Et on va revenir encore à la communauté. Fait que si tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, mais que tu as une pulsion d'éveil puis que tu sens que tu es appelé à faire quelque chose, pense à comment est-ce que moi je pourrais servir l'autre. C'est-tu en Mhm. au niveau de la nourriture, c'est-tu au niveau de mon énergie, c'est-tu au niveau de mes vêtements, c'est-tu au niveau de mes sports, c'est-tu au niveau de mes amis, de mes contacts, peu importe ce que c'est. C'est-tu parce que moi je me sens tellement tout seul que je vais aller voir quelqu'un qui se sent tout seul aussi? Le service, ça vient recabler le Mhm. corps, l'âme et le cœur. Exact. T'es d'accord avec toi. dans le livre de Dalai Lama puis Desmond Tutu sur le bonheur, Oui. c'est ça. Et c'est la conclusion, c'est dans le service à l'autre. C'est là que tu trouves le bonheur. Et ouais, et t'en parlais tantôt, Jean-Marie, ton histoire, toi, ça a été à travers le service que, en fait, t'as fait ton cheminement de guérison et de connaissance de toi-même. Sans le faire pour cette raison-là, j'en étais totalement inconscient. J'ai reçu plein de cadeaux auxquels je m'attendais jamais de recevoir parce que j'ai juste écouté, on parle de petites pépites d'éveil qui se manifestaient dans mon cœur qui me disaient, va donc faire ci, va donc accompagner des gens en fin de vie, va donc faire la soupe populaire, va donc faire du bateau dragon avec des ados en thérapie, va donc faire le Machu Picchu avec des gens qui ont une trisomie 21, puis et je me rendais compte que ce qui m'attirait, c'est les gens qui avaient souffert d'une maladie, qui avaient souffert de l'exclusion, qui avaient souffert de peu importe, parce que ça venait me chercher dans ma propre histoire de souffrance. Et que quand on se rencontrait, il y avait comme une guérison qui se faisait, mais ça, je ne savais pas que j'allais guérir en faisant l'acte de tendre la main. Donc, le fait de servir sans savoir, je me suis servi. C'est vraiment capoté. Donc, ça, c'est vrai que si tu es un artiste, puis que quelque part, tu le sais quand dans toi, ça bouille de faire de la poésie, faire des œuvres d'art, de dessiner, de chanter, de danser, go, vas-y, puis va l'offrir. Et si tu sais pas, justement, que t'as pas le talent d'artiste, puis tu disais tantôt, Sophie, mais j'en ai pas de passion, c'est pas grave, t'es pas obligé d'avoir une passion. Mais effectivement, tu peux aller servir, tu peux aller aider d'autres, puis ça va peut-être devenir une passion. Tu le sais peut-être même pas. Ça va te faire du bien, puis tu vas avoir des rencontres, tu vas peut-être avoir des guérisons inespérées. C'est pour ça que quand on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, la pire chose, c'est de pas l'écouter puis de pas le manifester. Ça, c'est du beau gaspillage.
Parce que je peux comprendre pourquoi. Ah, on a peur que ça marche pas. On a peur de l'échec. On a peur d'être jugé. Je veux dire, c'est correct, tu sais. Ça se peut qu'il y ait des gens qui te jugent, mais il vient un moment dans ta vie où tu as trop souffert de cette peur d'être jugé. À un moment, tu te dis fuck it. C'est ça qui est le fun de vieillir. C'est Il y a une exactement ça. espèce de fuck it. C'est pas grave, je m'assume. De toute façon, il y a une fin de vie qui m'attend. Dans 5 jours, dans 50 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, les lumières vont se fermer. Je suis aussi bien de faire ce que j'ai à faire pour moi, pas pour les applaudissements ou pour le non-jugement, tu sais, ou l'approbation. Parce qu'effectivement, pour quelqu'un qui a souffert de rejet, d'abandon, avoir de l'approbation, c'est comme un bon médicament, mais on en devient esclave parce que c'est aussi un genre de, un petit refrain qui fait que, ah, OK, je suis fin, ah, je suis aimé, ah, je suis ci, je suis ça. Mais c'est mon histoire, ça. J'ai tellement souffert du rejet puis de l'abandon que j'étais esclave du regard des autres. Et surtout, ça a fait des drôles de comportements parce que j'étais tellement convaincu que, ah, je vaux pas la peine d'être aimé, je suis pas un bon amoureux, je suis pas un bon fils, je suis pas un bon ci, je suis bon ça. Mais vous allez vous arranger quelque chose, c'est que vous aurez besoin de moi. Je vais m'arranger pour être tellement indispensable que vous allez avoir besoin de moi, même si tu m'aimes pas. Hey, ça me met-tu de la pression de performance, ça? Ah, mon C'est petit flat? chou, je veux juste te prendre dans mes bras. Mais tu sais, je pense que aussi, tu sais, ça tire à sa fin, notre conversation, ça pourrait durer durant des heures, mais une chose qui est importante que je pense que les gens en pourraient bénéficier, c'est que, puis moi, je me fais dire ça encore aujourd'hui, là, je veux dire, j'écris des projets de télé, j'ai plein de créativité en moi, j'ai plein de noms, je me cogne à des portes, tu sais, Mhm. ça fait partie de la vie. Puis là, tu te dis, ben voyons, c'est quoi le message que la vie est en train de m'envoyer, tu sais? Je pense que il faut toujours se rappeler que, tu sais, les enfants, ils prennent des petits pas, là, avant de marcher. Mais en tant qu'adulte, vu qu'on sait tellement comment marcher que c'est devenu un réflexe normal, on oublie de prendre des petits pas. Puis les petits pas, c'est les plus gracieux, c'est les plus remplis de petits miracles et d'opportunités. Puis moi, je dirais, pensez petit en rêvant grand. Tu sais? C'est cute, ça. Mais, ouais, mais c'est bien moins lourd à porter, hey! Puis souvent, c'est ces petits pas-là, puis tu continues à rester connecté avec cette pulsion-là, avec ton rêve, avec ce que tu veux faire, avec ce qui vient t'animer, avec ce qui, tu sais, ta vision, mais en même temps, tu détaches là de tous les détails puis de comment ça va se passer, parce on est fort de tête quand même aussi là, tu sais, on Mhm. aime ça savoir comment ça va arriver, mais souvent quand on manifeste puis on crée à partir de l'âme, ça se passe pas d'une façon comme les autres. Ça se passe pas de Non, la mais façon que tu as prévu. Puis je pense que c'est Joseph Campbell qui dit comme si le chemin devant toi est clair, ben t'es sur le chemin d'un autre. ouais, Mhm. T'es pas ouais. sur le tien. Donc les petits pas que tu parles, je trouve ça, ça donne permission de juste chaque jour continue vers l'avant, laisse-toi mener par cette pulsion-là et détache, laisse aller le comment ça va se produire puis de quoi ça va avoir l'air. Oui, le seul Mhm. problème avec ça, puis soyons hyper honnêtes, c'est que notre cerveau humain, qui a 200 000 ans, lui, il y a deux tâches. En tout temps, de s'éloigner du danger puis de chercher le confort. Fait que l'incertitude, le cerveau humain, il haït ça. Donc, quand on ne sait pas ce qui s'en vient, même si on se dit ben non, ça va bien aller, c'est sûr que le self-talk, comme on dit, là, qui est positif, c'est sûr que ça change la chimie des hormones qu'on sécrète puis de notre corps. Mais en même temps, le cerveau, c'est comme si on se bat contre notre propre cerveau primitif. Puis Ouais. c'est réel, cela, là. C'est vrai, Tous les jours. tous les jours. Mhm. Les filles, on arrive à la fin, puis j'aimerais Ouais. ça que vous preniez 1 minute. Laissez imaginer peut-être un petit mot de la fin que vous aimeriez laisser à ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Et qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui monte en vous? Qu'est-ce que vous aimeriez déposer dans le cœur des gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Moi, je veux juste dire, fais-toi confiance. Tu sais bien plus que tu penses. Je pense que à apprendre à se faire confiance, puis à écouter, à décoder comment est-ce que notre intérieur nous parle, c'est comme un nouveau une nouvelle aptitude à
à apprivoiser. Donc, fais-toi confiance, tu le sais. C'est ce que je voudrais, c'est ce que je veux dire. Moi, je l'écris, tu le sais bien plus que tu penses. Puis l'autre citation que j'ai écrite avant, c'est penser petit, mais rêver grand. J'aime ça au bout. Mhm. C'est beau, Sophie. Ah! Mais je dirais ça. Pensez petit, mais rêvez grand. Et je dirais 2 mots. Parce que là, je vois que ma fille, elle m'appelle pour aller la chercher à l'école. Tendresse, Tendresse. tendresse et patience. Tendresse et patience avec toi-même. C'est tellement difficile, mais c'est possible. Hey, je vous donne un gros bisou à travers l'écran, là. Moi, je vous aime. À Merci, plus. Sophie. Merci, Sophie. Bye. Bye. Alors, on a une belle Sophie qui était rappelée à l'ordre par sa fille. Alors, l'autorité parentale avait le dessus sur notre belle conclusion, mais elle a quand même dit des belles choses à la toute fin. C'était parfait. Mais je trouvais ça le fun qu'on se fasse un petit wrap-up, toi puis moi, Anne, parce que oublie pas, ce balado émane d'un atelier qu'on donne ensemble, qu'on a eu du plaisir à le donner à quelques reprises. On va le répéter. Ça s'appelle Pulsion d'éveil. Jusqu'à maintenant, on l'a fait à 2 reprises au Spaceman. On va le refaire au mois de décembre 2025, puis on le fait aussi au printemps 2026. Puis à chaque fois, j'aime me lancer dans le vide avec toi parce que oui, il y a des thématiques qu'on va déjà préparer d'avance, mais le contenu est à toujours développer de par l'énergie des gens qui est dans le groupe avec nous, de par le parcours des gens, puis de par que, écoute, éventuellement, on pourra avoir des invités spéciaux pour avoir une causerie un soir, tu sais, un peu comme Sophie qui vient de faire un partage, tu sais. On peut rêver grand, on va faire des petits pas comme disait tantôt Sophie, mais pourquoi ne pas rêver grand puis d'avoir un invité spécial qui vient faire un tour dans notre week-end de pulsion d'éveil? Parce que c'est pas parce qu'on manque d'imagination puis on manque de stock, on peut très bien le faire tous les deux ensemble. Mais je trouve l'idée d'avoir peut-être une personnalité qui vient partager sa pulsion d'éveil, qui vient d'ajouter son grain de vulnérabilité, ça pourrait dynamiser notre groupe, ça. Ah, c'est une bonne idée. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Puis, tu sais, si vous aimez le genre de conversation qu'on a eu aujourd'hui, là, plein d'authenticité puis de vulnérabilité, puis vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez sentir là, la qualité de la présence. Là. Si vous aimez ça, là, c'est ça l'atelier. Là, c'est juste de ça. C'est l'intimité émotionnelle avec soi-même. Puis c'est contagieux là. Fait qu'on passe le week-end ensemble à enlever des couches, à trouver l'accès aussi à cette pulsion-là, parce qu'on parlait de ça aujourd'hui, que des fois, c'est difficile de savoir comment est-ce que la vie me parle. Tu sais, si c'est nouveau pour moi d'écouter mon corps, d'écouter mon cœur, de m'ouvrir. Mhm. Comment, tu sais, Sophie, elle disait, ah oui, regarde ce qui t'anime, ce qui te passionne, ou le service. Puis moi, ce que je voulais répondre, c'est, c'est quoi la chose que tu fais? Puis quand tu l'as fait, le temps passe, tu t'en aperçois même pas. Puis moi, je me suis posé cette question-là il y a plusieurs années, Jean-Marie, là, il y a longtemps, parce que je voulais vraiment savoir c'est quoi ma mission, là, pourquoi. Puis je me suis posé cette question-là, puis j'ai trouvé que c'était juste d'aller prendre un café avec une amie, puis de l'écouter, puis d'être présente, Mhm. puis de s'écouter. Et là, je me suis dit, ben, je peux pas faire une carrière à juste écouter les gens, mais j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme coach. Je me suis dit, ben oui, si j'aime ça, écouter, puis le temps passe, puis puis tu sais, d'être vraiment présente avec les autres, le temps passe, je m'en rends pas compte, ben, j'ai commencé comme ça. Puis après ça, ça s'ouvre encore plus, puis on commence à comprendre plus, ah, c'est quoi ma passion, c'est quoi ma mission, pourquoi je suis ici. Ben, il y a des activités, il y a des expériences qu'on vit et qu'on oublie de se coucher, on oublie d'aller manger, on oublie d'aller aux toilettes, on est dans un état de flow. Je pense qu'il y avait même un livre qui avait écrit là-dessus sur le flow, cette espèce d'état de grâce, de béatitude dans laquelle tu marines, tu t'en rends pas compte, tu perds la notion du temps et tu vibres. Ça aussi, c'est une façon de te poser la question, est-ce que j'en fais de ces choses-là? Oui. Ben, fais-en plus. Fais-en plus de ces petites choses-là qui te donnent cette espèce d'état de béatitude. Tu t'as nommé tantôt, puis je vais arrêter là-dessus après. Ben, j'ai beaucoup aimé les enseignements de Joseph Campbell, puis il parle beaucoup du mythe du héros, puis il parle de bien des dynamiques dans ses livres, mais il parle aussi, je vais te faire la citation en anglais, puis on va la traduire en français après. Ça dit,
follow your bliss and doors will open. They always do. Donc, si tu écoutes et si tu suis ton état de béatitude, les portes vont s'ouvrir. Elles s'ouvrent toujours. C'est pas nécessairement la porte que toi tu veux qu'elle ouvre. Il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, mais tu peux pas le savoir parce que si tu es rivé juste sur la porte que tu aimerais qu'elle ouvre, ça, c'est peut-être pas nécessairement ton cœur, c'est peut-être ton ego qui aimerait que cette porte-là ouvre. Mais il va y avoir plein d'autres portes qui vont ouvrir. Elles vont toujours s'ouvrir. Puis c'est ce qui fait que l'aventure de vivre sa vie, c'est extraordinaire. C'est qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent constamment. Puis des fois, c'est quelqu'un qui ouvre la main, qui met la main sur la poignée, puis qui te l'ouvre à ta place, puis qui te dit, hey, ça te tente-tu de rentrer? Puis des fois, ben, ça pousse par en arrière. Ah ouais, vas-y. Hésite pas, là, tu sais. Comme un saut en parachute. Le coach, il dit, vas-y, mais je veux pas. Trop tard, il t'a déjà poussé. Puis tu y vas. C'est ça. Porte attention à toutes ces petites portes-là qui s'ouvrent. Puis, ouais. Ben, c'était le Voilà. fun aujourd'hui, notre première invitée, Sophie Grégoire. C'était le fun. À la prochaine, mon ami. Oui, tu avais un beau flash d'inviter Sophie pour notre première série de Pulsions d'éveil. Puis on se dit à très bientôt, ma belle Anne. Merci beaucoup d'être dans ma vie. Je sais que tu me textes à l'occasion, tu prends de mes nouvelles. Ça me touche à chaque fois. C'est réciproque. Je t'aime. Puis j'ai déjà hâte à notre prochain atelier au mois de décembre au Spaceman. Je t'aime, je t'aime. Moi aussi. Merci d'avoir été avec nous, belle gang. Merci beaucoup. Merci.